tu penses connaître les gladiateurs. Des guerriers musclés qui combattaient pour la gloire dans des arènes bondées. Des héros acclamés par des foules déchaînées. Des hommes libres qui choisissaient l'épée et la mort. C'est ce qu'Hollywood t'a vendu. C'est ce que tes professeurs ont répété. Mais la vérité sur les gladiateurs est tellement plus sombre, tellement plus tordue, tellement plus révoltante que tout ce que tu as vu sur un écran. Parce que sous les applaudissements et le spectacle, il y avait un commerce de chair humaine si brutal que même les Romains eux-mêmes avaient du mal à le justifier. Des enfants arrachés à leurs parents et vendus à des écoles de mort. Des femmes forcées de combattre nues pour exciter la foule. Des prisonniers de guerre torturés pendant des mois justes pour apprendre à mourir de manière divertissante. Et le pire dans tout ça, c'est que Rome appelait ça de la culture. Rome appelait ça de l'art. Rome a construit des temples à côté d'abattoirs humains, et a prétendu que c'était de la civilisation. Alors avant que je te montre ce qui se passait vraiment dans les coulisses du Colisée, avant que je t'emmène dans les cellules souterraines où les gladiateurs attendaient leur tour pour mourir, laisse un commentaire avec ta ville et ton pays. Parce qu'une fois que tu auras vu ce que les gladiateurs enduraient vraiment, une fois que tu auras compris comment Rome transformait des êtres humains en machines à tuer jetables, tu ne regarderas plus jamais un film de gladiateurs de la même façon. Et tu comprendras pourquoi cette histoire a été enterrée sous des siècles de propagande et de mythes romantiques. Le marché aux esclaves de Rome pue la sueur, la peur et les excréments. Des centaines de corps entassés sur une plateforme de bois sous le soleil brûlant. Des hommes capturés dans des guerres lointaines. Des femmes vendues pour payer des dettes. Des enfants qui ne savent même pas encore pourquoi ils sont là. Les acheteurs circulent entre eux, palpant leurs muscles, vérifiant leurs dents comme on le ferait avec du bétail. Parce que c'est exactement ce qu'ils sont aux yeux de Rome. Du bétail. De la marchandise. Des investissements qui vont soit rapporter de l'argent, soit mourir en essayant. Et aujourd'hui, un type particulier d'acheteurs parcourt la foule. Il ne cherche pas des domestiques pour nettoyer des sols. Il ne cherche pas des ouvriers pour construire des routes. Il cherche quelque chose de très spécifique. De la viande fraîche pour la reine. Des corps jeunes et forts qui peuvent tenir une épée assez longtemps pour faire hurler une foule. Des hommes désespérés qui n'ont pas encore compris qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort. Cet homme s'appelle un lanista. C'est le propriétaire d'une école de gladiateurs, ce que les Romains appelaient un ludus. Et son travail consiste à transformer des êtres humains terrifiés en combattants qui mourront de manière spectaculaire pour le profit. Il s'arrête devant un jeune homme. 20 ans peut-être. Capturé pendant une révolte en Thrace. Grand. Musclé, avec des yeux qui brûlent encore de rage. Parfait. Le lanista vérifie ses membres pour des blessures. Il lui fait ouvrir la bouche pour inspecter ses dents et sa langue. Il le fait tourner pour examiner son dos et chercher des signes de maladie. Puis il paie le marchand d'esclaves. L'équivalent de plusieurs années de salaire pour un travailleur ordinaire. Pas parce qu'il est généreux. Parce qu'il sait que s'il entraîne bien ce Thrace, s'il le garde en vie assez longtemps pour gagner quelques combats, il pourra multiplier cet investissement par 10. Le jeune Thrace est enchaîné avec une douzaine d'autres achetés le même jour. Ils sont traînés à travers les rues de Rome jusqu'à un bâtiment massif aux murs hauts. Pas de fenêtre. Une seule entrée gardée par des hommes armés jusqu'aux dents. Bienvenue au ludus. Bienvenue dans l'endroit où tu vas apprendre à tuer ou à mourir. Il n'y a pas d'autre option. À l'intérieur du ludus, la réalité frappe comme un coup de poing dans les tripes. Ce n'est pas un camp d'entraînement militaire avec honneur et camaraderie. Ce n'est pas un gymnase où des athlètes perfectionnent leur article. C'est une prison. C'est un abattoir avec des armes. Les nouveaux arrivants sont dépouillés de tout ce qui reste de leur ancienne identité. Leurs vêtements sont jetés. Leurs cheveux sont coupés ou rasés. On leur donne des tuniques grossières et des sandales usées. On leur assigne des cellules, de minuscules espaces de pierre à peine assez grands pour s'allonger. Pas de lumière naturelle. Pas d'air frais. Juste des murs froids, une paillasse pourrie et l'odeur constante de sang séché et de désespoir. Les cellules sont construites autour d'une cour d'entraînement centrale.
C'est là que les gladiateurs passent chaque jour de leur existence misérable. Du lever au coucher du soleil, ils s'entraînent. Ils apprennent à manier différentes armes. Le glaive court et mortel. Le trident et le filet. La lance longue et le bouclier rectangulaire. Chaque style de combat correspond à une classe de gladiateur. Le murmillot avec son casque à crête de poisson et son épée lourde. Le retiarius presque nu avec son filet et son trident. Le traex avec son petit bouclier courbe et son épée recourbée. Le secutor avec son casque lisse et lourd conçu pour ne pas se prendre dans les filets. Chaque classe est conçue pour créer un spectacle visuellement intéressant. Ce n'est pas vraiment une question de qui est le meilleur guerrier. C'est une question de qui créera le combat le plus divertissant avant de mourir. Les entraîneurs qui dirigent ces sessions ne sont pas là pour t'apprendre à survivre. Ils sont là pour t'apprendre à mourir de manière impressionnante. Ils crient, ils frappent, ils huent. Si tu te montres faible, si tu hésites, si tu montres de la peur, ils te battent jusqu'à ce que tu apprennes à la cacher. Parce que la foule à l'extérieur ne paie pas pour voir la peur. Elle paie pour voir du courage, même si ce courage est forcé à coups de fouet. Mais voici ce dont personne ne parle vraiment. Voici ce que les films et les documentaires aseptisés évitent soigneusement. La vie dans le ludus ne se limitait pas à l'entraînement. C'était une descente quotidienne dans la dégradation totale. Ces hommes et ces femmes, oui des femmes aussi nous y reviendrons, n'étaient pas traités comme des athlètes. Ils étaient traités comme des animaux qu'on engraisse avant l'abattage. Leur régime alimentaire était contrôlé avec précision. Pas pour leur santé. Pour leur apparence. Les gladiateurs étaient nourris avec d'énormes quantités d'orge, de haricots et de viande quand le lanista pouvait se le permettre. L'objectif était de les rendre gros. Pas musclés, gros. Parce qu'une couche de graisse sur les muscles créait une protection supplémentaire contre les coupures superficielles. Et les coupures superficielles saignaient beaucoup. Et le sang faisait hurler les foules. Un gladiateur maigre et déchiqueté pouvait mourir trop vite d'une blessure profonde. Un gladiateur avec de la graisse pouvait saigner abondamment d'une douzaine de coupures peu profondes et continuer à se battre, créant un spectacle visuellement époustouflant de sang et de sueur qui durait plus longtemps. C'était calculé. C'était de la science. C'était de l'ingénierie humaine pour le divertissement maximum. Les conditions sanitaires dans le ludus étaient épouvantables. Des dizaines voire des centaines d'hommes entassés dans des espaces confinés. Pas de plomberie appropriée. Les maladies se propageaient comme des incendies. La dysenterie tuait plus de gladiateurs que l'arène dans certaines écoles. Les infections des blessures d'entraînement s'envenimaient. Beaucoup mouraient avant même d'avoir l'occasion de combattre pour de vrai. Et quand ils mouraient de maladie ou d'infection, leur corps était simplement traîné dehors et jeté dans des fosses communes. Pas de funérailles. Pas de rituel. Juste un trou dans le sol et de la terre jetée par-dessus. Parce qu'ils n'étaient rien. Ils ne valaient rien. Ils n'étaient que des investissements ratés. Et puis il y avait la violence sexuelle. C'est la partie que presque personne ne mentionne. C'est la partie que l'histoire a essayé d'enterrer sous des couches de romantisme et d'héroïsme inventé. Les gladiateurs, hommes et femmes, étaient à la merci totale de leurs propriétaires et de quiconque avait assez d'argent ou de pouvoir. Les jeunes garçons achetés pour l'arène étaient régulièrement violés par les entraîneurs, par les autres gladiateurs plus anciens, par les gardes. C'était un rite de passage non officiel. Une façon d'établir la hiérarchie. Une façon de briser complètement l'esprit d'un nouveau venu. Les femmes gladiatrices, et oui elles existaient même si Rome préférait prétendre le contraire, vivaient un enfer encore pire. Elles étaient déjà considérées comme des parias par la société romaine. Des femmes respectables ne combattaient pas dans les arènes. Seuls les esclaves, les criminels et les désespérés le faisaient. Et parce qu'elles étaient déjà au plus bas de l'échelle sociale, elles n'avaient absolument aucune protection contre rien. Elles étaient violées régulièrement. Par les gardes qui les surveillaient. Par les lannistas qui les possédaient. Par les hommes riches qui payaient pour accéder aux cellules la nuit.
Certaines étaient forcées de se prostituer entre les combats pour générer des revenus supplémentaires pour leurs propriétaires. Et si elles tombaient enceintes, ce qui arrivait inévitablement, elles étaient battues jusqu'à ce qu'elles perdent l'enfant ou forcées d'accoucher dans leurs cellules sans aucune aide médicale. Les bébés qui survivaient étaient soit tués immédiatement, soit vendus comme esclaves dès qu'ils étaient sevrés. Il n'y avait aucune loi qui protégeait ces femmes. Aucune. Parce que selon la loi romaine, elles n'étaient pas des personnes. Elles étaient des biens. Et tu peux faire ce que tu veux avec ta propriété. Maintenant parlons des entraînements eux-mêmes parce que même cet aspect était conçu pour maximiser la souffrance. Les gladiateurs ne s'entraînaient pas contre des adversaires réels au début. Ils s'entraînaient contre des poteaux de bois appelés palus. Des heures et des heures chaque jour à frapper un morceau de bois avec des épées en bois lourdes. Encore et encore jusqu'à ce que leurs bras tremblent. Jusqu'à ce que leurs mains saignent. Jusqu'à ce que leurs épaules se disloquent presque sous l'effort répétitif. Pourquoi des épées en bois lourdes au lieu d'épées réelles légères? Parce que quand tu passes des mois à t'entraîner avec une arme qui pèse le double d'une vraie, l'arme réelle semble légère comme une plume le jour du combat. Tu peux la manier plus vite, plus longtemps, créer un meilleur spectacle. Encore une fois, tout est calculé pour le divertissement. Une fois qu'ils maîtrisaient les bases, ils commençaient à combattre entre eux. Mais même ces combats d'entraînement n'étaient pas sûrs. Les armes étaient émoussées mais pas assez pour être inoffensives. Les blessures étaient courantes. Les os cassés, les entorses sévères, les commotions cérébrales. Et si tu étais blessé trop gravement pour continuer à t'entraîner, tu devenais inutile. Et les choses inutiles dans le ludus étaient éliminées. Soit tu étais vendu à rabais à un organisateur de jeux bon marché qui te jetterait dans l'arène contre un adversaire expérimenté pour une mort rapide et sans gloire. Soit tu étais simplement tué directement, et ton corps jeté avec les autres déchets. Les médecins qui travaillaient dans les ludus méritent une mention spéciale parce qu'ils étaient tout aussi complices de cette horreur. Ces hommes, souvent des Grecs instruits, appliquaient leurs connaissances médicales non pas pour guérir mais pour prolonger l'agonie. Ils devenaient experts dans le traitement des blessures juste assez bien pour qu'un gladiateur puisse retourner combattre rapidement. Ils apprenaient quelles blessures guérissaient vite et lesquelles rendaient un homme inutile. Ils expérimentaient avec différentes techniques chirurgicales sur des corps vivants qui ne pouvaient pas refuser. Galien, l'un des médecins les plus célèbres de Rome, a commencé sa carrière en soignant des gladiateurs. Il décrit dans ses écrits comment il a appris l'anatomie humaine en recousant des blessures béantes, en retirant des fragments d'os brisés des crânes fracturés, en essayant de réparer des organes perforés. Mais il ne le faisait pas par compassion. Il le faisait parce que son employeur, le lanista, perdait de l'argent chaque fois qu'un gladiateur mourait. Alors Galien apprenait à les garder en vie. Non pas heureux. Non pas en bonne santé. Juste suffisamment fonctionnels pour retourner saigner dans le sable. Et quand ils mouraient finalement, ce qui était inévitable, leur corps devenait du matériel de recherche. Galien et d'autres médecins les disséquaient, étudiaient leur anatomie, apprenaient comment le corps humain fonctionnait en le démontant littéralement. Ces hommes avaient vécu, souffert, combattu et moururent juste pour devenir des cadavres sur une table de dissection. Même dans la mort, ils n'avaient aucune dignité. Même dans la mort, ils servaient les besoins de Rome. Parlons maintenant du jour du combat parce que c'est là que toute la cruauté, toute la planification, toute la déshumanisation atteignait leur apogée. Le matin d'un munra, un jeu de gladiateurs, les combattants étaient réveillés avant l'aube. Ils recevaient ce qui pourrait être leur dernier repas. Certains ne pouvaient rien avaler, l'estomac noué par la terreur. D'autres mangeaient gloutonnement, se remplissant le ventre comme s'ils pouvaient retarder la mort en la noyant dans la nourriture. Puis ils étaient enchaînés et conduits à travers les rues silencieuses jusqu'à l'amphithéâtre. Pas de fanfare pour eux. Pas de foule qui les acclame en chemin. Juste le bruit de leurs chaînes qui cliquettent et le silence oppressant de l'aube. Une fois à l'amphithéâtre, ils descendaient dans l'hypogée, le réseau de tunnels et de cellules sous l'arène. C'est là qu'ils attendaient. Des heures parfois. Assis dans l'obscurité humide et froide, écoutant les rugissements étouffés de la foule au-dessus.
écoutant les cris d'autres hommes qui mouraient déjà, écoutant le fracas du métal contre le métal, les hurlements de douleur, le silence soudain quand quelqu'un prenait un coup fatal. Imagine ce que c'est. Tu es assis dans le noir. Tu sais que dans quelques minutes ou quelques heures, ce sera ton tour. Tu sais que tu vas sortir là-haut devant 50 000 personnes qui crient pour ton sang. Tu ne sais pas qui sera ton adversaire. Tu ne sais pas s'il sera plus fort, plus rapide, plus expérimenté. Tu ne sais même pas si tu vas mourir aujourd'hui, ou si tu vas tuer quelqu'un d'autre et vivre pour affronter cette terreur à nouveau la prochaine fois. Certains hommes priaient. Certains pleuraient. Certains se battaient avec leurs gardiens et devaient être maîtrisés. Certains devenaient complètement catatoniques, figés par une peur si profonde qu'ils devaient être traînés de force vers l'arène. Et puis ton nom est appelé. Les portes s'ouvrent. La lumière du soleil te frappe comme un coup physique après l'obscurité. Le rugissement de la foule est assourdissant. 50 000 voix qui crient, hurlent, scandent. Elles ne crient pas ton nom. Elles ne savent pas qui tu es. Elles crient pour le spectacle. Pour le sang. Pour la mort. Tu entres dans l'arène et le sable sous tes pieds est déjà taché de rouge. Des combats précédents. Des hommes qui sont morts ici il y a 1 heure. Le sable est là spécifiquement pour absorber le sang, pour qu'il ne devienne pas glissant et dangereux. Mais il ne peut pas tout absorber. Il y a des flaques. Il y a des morceaux de chair. Il y a des dents cassées et des fragments d'os qui brillent au soleil. De l'autre côté de l'arène, ton adversaire sort de son propre tunnel. Peut-être que tu le connais. Peut-être que vous vous êtes entraînés ensemble pendant des mois. Peut-être qu'il dormait dans la cellule à côté de la tienne. Peut-être que vous avez partagé du pain la veille. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Maintenant vous êtes des ennemis. Maintenant l'un de vous doit mourir pour que l'autre puisse vivre. Pas de choix. Pas de refus. Tu te bats ou tu meurs. Et si tu refuses de te battre, les gardes armés postés autour de l'arène te forceront avec des fouets et des fers chauds jusqu'à ce que tu lèves ton arme. Les organisateurs du jeu, souvent de riches aristocrates ou des officiels du gouvernement, sont assis dans des loges luxueuses au-dessus. Ils mangent des fruits exotiques, boivent du vin, rient avec leurs amis. Pour eux, c'est du divertissement. C'est une journée sociale. Pour toi, c'est la fin de tout. Le combat commence. Les premiers échanges sont prudents. Vous vous jaugez l'un l'autre. Vous cherchez des faiblesses. Vous testez les défenses. La foule hurle pour l'action. Elle veut voir du sang immédiatement. Si le combat est trop lent, trop prudent, elle commence à huer. Elle jette des choses. Elle insulte les combattants. Alors tu es forcé d'être plus agressif que tu ne le voudrais. Tu prends des risques que tu ne prendrais pas normalement. Parce que déplaire à la foule peut être pire que perdre le combat. Un gladiateur qui ennuie la foule ne recevra aucune pitié même s'il se bat bien. Et puis ça arrive. Ton adversaire fait une erreur. Ou tu fais une erreur. Une fraction de seconde d'inattention. Un pas mal calculé. Une parade qui arrive 1 milliseconde trop tard. Le métal mord la chair. La douleur explose. Le sang jaillit. Si c'est toi qui es touché, tu as quelques secondes pour évaluer la gravité. Est-ce superficiel? Est-ce profond? As-tu toujours ta mobilité? Peux-tu continuer? Si c'est ton adversaire qui est touché, tu dois appuyer ton avantage. Pas de temps pour la pitié. Pas de temps pour l'hésitation. Frappe à nouveau. Frappe plus fort. Finis-le avant qu'il ne se ressaisisse et ne te finisse. Le combat continue. Minutes qui semblent des heures. Chaque mouvement demande un effort immense. L'armure est lourde. Le soleil tape. La déshydratation s'installe. Les muscles brûlent. Les poumons hurlent. La vision commence à se rétrécir. Et la foule continue de crier, toujours affamée, toujours exigeante. Finalement, l'un de vous tombe. Disons que c'est ton adversaire. Il est à genoux dans le sable sanglant. Son arme est tombée. Il est blessé, épuisé,
incapable de continuer. Il lève les yeux vers la loge impériale. Il lève sa main dans un geste qui supplie la miséricorde. C'est à l'organisateur du jeu de décider. Pas à toi. Pas à la foule, même si sa réaction influence la décision. Pouce levé ou pouce baissé. Vie ou mort. Mais voici la réalité que les films ne montrent jamais correctement. Le pouce levé signifiait en fait la mort. Pas la vie. Le pouce vers le haut signifiait enfonce ton épée. Le pouce caché dans le poing fermé signifiait la miséricorde. Alors quand l'organisateur décide que ce combat a été suffisamment divertissant, il cache son pouce. Le vaincu vivra pour combattre un autre jour. Mais s'il a été ennuyeux, s'il a déçu, s'il a montré trop de peur, le pouce se lève. Et tu sais ce que tu dois faire. Tu t'approches de ton adversaire à genoux. Peut-être qu'il pleure. Peut-être qu'il te supplie dans sa langue maternelle. Peut-être qu'il te regarde avec des yeux qui disent « S'il te plaît, je ne veux pas mourir ». Aucune importance. Tu places la pointe de ton épée contre son cou. Tu trouves le bon angle. Et tu pousses. Pas un coup rapide au cœur comme au cinéma. Non. Tu dois le faire dans le cou ou à la base du crâne pour que la mort soit raisonnablement rapide mais visuellement satisfaisante pour le public. Le sang doit jaillir. Le corps doit s'affaisser dramatiquement. C'est toujours un spectacle. Toujours un divertissement. Même la mort elle-même doit être scénarisée. Ton adversaire s'effondre. Son sang se mêle au sang de tous ceux qui sont morts avant lui aujourd'hui. La foule explose en acclamations. Non pour lui. Pour toi. Pour sa mort. Pour le spectacle qu'ils ont payé pour voir. Tu lèves ton arme. Tu acceptes leurs acclamations même si tout ce que tu veux faire c'est vomir. Même si ton ami vient de mourir sur ton épée. Même si tu sais que la prochaine fois, ce sera peut-être toi dans le sable à supplier pour ta vie. Tu souris. Tu salues. Tu joues le jeu. Parce que si tu ne le fais pas, si tu montres de la faiblesse, si tu montres de la conscience, la foule se retournera contre toi aussi. Des esclaves arrivent en courant et traînent le corps hors de l'arène. Ils le jettent dans une pièce appelée le spoliarium, la salle de dépouillement. C'est là que les morts sont dépouillés de leur armure et de leurs vêtements. Tout ce qui peut être réutilisé est récupéré. Le reste du corps est jeté sur une pile avec les autres cadavres de la journée. Plus tard, tous ces corps seront jetés dans des chariots et transportés vers des fosses communes à l'extérieur de la ville. Des dizaines de corps entassés ensemble sans cérémonie. Des hommes qui avaient des noms, des familles, des rêves, réduits à de la viande pourrie dans un trou. Certains cadavres étaient vendus à des écoles de médecine pour dissection. D'autres étaient donnés à manger aux animaux sauvages gardés pour d'autres jeux. Rien n'était gaspillé. Même dans la mort, les gladiateurs servaient l'empire qui les avait détruits. Pendant ce temps, tu es de retour sous l'arène. Tu attends de voir si tu devras combattre à nouveau aujourd'hui. Parfois les organisateurs forçaient les vainqueurs à se battre plusieurs fois dans la même journée. Épuisé, blessé, tu devais ressortir et faire tout ça encore une fois. Combien de fois pouvais-tu survivre? Combien de fois avant que ton numéro sorte et que ce soit toi dans le sable en train de supplier? Les statistiques que nous avons des écoles de gladiateurs sont accablantes. La plupart des gladiateurs ne survivaient pas plus de 10 combats. 10. Si tu étais exceptionnellement doué, exceptionnellement chanceux, exceptionnellement populaire auprès des foules, tu pouvais peut-être atteindre 20 ou 30 combats avant de mourir. Quelques légendes, et on parle littéralement de poignées d'hommes sur des siècles, ont survécu à 50 combats ou plus. Ces hommes sont devenus célèbres. Leurs noms étaient gravés sur des murs. Des femmes riches payaient des fortunes pour passer une nuit avec eux. Mais pour la grande majorité, c'était une mort lente et inévitable. Chaque combat réduisait tes chances. Chaque blessure diminuait tes capacités. Chaque cicatrice ralentissait tes réflexes. Et finalement, inévitablement, quelqu'un de plus jeune, de plus rapide, de plus affamé, te mettait à genoux et enfonçait son épée dans ta gorge.
La durée de vie moyenne d'un gladiateur à partir du moment où il entrait dans le ludus jusqu'à sa mort était de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans de terreur constante. 2 à 3 ans de violence quotidienne. 2 à 3 ans à vivre comme un animal de spectacle. Puis la mort dans le sable sous les acclamations de gens qui ne connaissaient même pas ton nom. Maintenant parlons des femmes gladiatrices parce que leur histoire est peut-être encore plus horrible que celle des hommes. Rome avait une relation très compliquée avec les femmes combattantes. Officiellement, elles n'existaient pas. Les lois romaines interdisaient aux femmes de condition libre de combattre dans les arènes. Mais les lois romaines avaient toujours des échappatoires. Et Rome adorait le spectacle sensationnel. Alors des femmes combattaient. Principalement des esclaves. Principalement des criminels. Principalement des femmes si désespérées qu'elles n'avaient littéralement aucune autre option. Mais aussi parfois, et c'est là que ça devient vraiment tordu, des femmes nobles qui le faisaient pour le frisson. Oui. Des femmes de familles riches qui trouvaient leur vie d'oisiveté luxueuse tellement ennuyeuse qu'elles voulaient s'encanailler en jouant à la gladiatrice. Elles payaient pour s'entraîner. Elles combattaient dans des matchs arrangés contre d'autres femmes nobles où le danger réel était minimal. C'était du slumming. C'était du jeu. C'était insultant pour les vraies gladiatrices qui combattaient pour leur survie. Et cela créait un problème pour Rome parce que voir des femmes nobles se comporter comme des esclaves comme érodait les hiérarchies sociales que l'Empire travaillait si dur à maintenir. Alors finalement, l'empereur Septime Sévère interdit complètement les combats de gladiatrices en 200 après JC. Mais avant cette interdiction, pendant plus de 200 ans, des femmes combattaient et mouraient dans les arènes. Et leur traitement était systématiquement pire que celui des hommes. Les femmes gladiatrices étaient souvent forcées de combattre partiellement ou complètement nues. Pas pour des raisons pratiques. Pour l'excitation sexuelle de la foule. Rome adorait mêler violence et sexe. C'était l'une de ses spécialités culturelles. Alors les organisateurs de jeux mettaient en scène des combats où des femmes nues se battaient les unes contre les autres avec des armes pendant que des dizaines de milliers d'hommes hurlaient et se masturbaient ouvertement dans les gradins. Oui. C'était ça. C'était le niveau de dégénérescence que Rome appelait du divertissement familial. Les femmes gladiatrices étaient aussi régulièrement jumelées contre des nains ou des personnes handicapées pour créer un spectacle comique. Rome trouvait hilarant de regarder une femme combattre quelqu'un de vulnérable. C'était de l'humour. C'était considéré comme léger et amusant comparé aux combats sérieux entre hommes qui venaient après. Imagine ce que ces femmes ressentaient. Forcées de combattre nues. Forcées de tuer des gens qui ne pouvaient pas vraiment se défendre. Sachant que des milliers de personnes riaient de leur humiliation. Sachant que même si elles gagnaient, même si elles survivaient, elles retourneraient dans leurs cellules pour être violées par les gardes. Il n'y avait aucune victoire pour elles. Seulement des degrés variables de dégradation et de souffrance. Et si elles tombaient enceintes suite à ces viols répétés, elles étaient retirées de l'arène seulement jusqu'à ce qu'elles accouchent. Puis elles étaient remises au combat immédiatement après, leur corps encore en train de guérir, leurs esprits brisés par le fait de savoir que leur bébé avait été vendu ou tué pendant qu'elles gisaient en récupération. Il y avait aussi les bestiaires, les combattants qui étaient jumelés contre des animaux sauvages. C'était considéré comme le plus bas niveau de gladiateurs. Les bestiaires n'avaient même pas l'honneur douteux de combattre d'autres humains. Ils étaient jetés dans des arènes avec des lions, des tigres, des ours, des taureaux, des sangliers, n'importe quel prédateur ou animal dangereux que Rome pouvait capturer. Parfois ils avaient des armes. Parfois ils n'en avaient pas. Parfois ils étaient attachés à des poteaux ou enfermés dans des cages qui s'ouvraient lentement pour prolonger la terreur. Les bestiaires étaient généralement des criminels condamnés ou des prisonniers de guerre. Leur exécution était déguisée en spectacle. C'était de la peine capitale transformée en divertissement. Regarde cet homme se faire déchiqueter par un lion affamé. Regarde cette femme se faire piétiner par un éléphant. Regarde ces enfants courir terrifiés d'un taureau enragé. Oui, des enfants. Rome jetait des enfants aux animaux. Pas régulièrement. Mais ça arrivait. Des enfants de criminels. Des enfants d'ennemis.
Des enfants vendus par des parents désespérés qui devaient de l'argent aux mauvaises personnes. Ces enfants étaient trop jeunes pour vraiment comprendre ce qui leur arrivait. Ils se tenaient dans le sable en pleurant pour leur mère pendant qu'un grand félin affamé leur tournait autour. Et la foule applaudissait. La foule trouvait ça juste. Parce que ces enfants étaient les enfants d'ennemis de Rome. Et les ennemis de Rome, quel que soit leur âge, méritaient la mort. Les exécutions publiques appelées damnatio ad bestia, condamnation aux bêtes, étaient un élément régulier des jeux. C'était comment Rome gérait les criminels qu'elle voulait vraiment faire souffrir. Les meurtriers. Les traîtres. Les chrétiens qui refusaient de renier leur foi. Ces gens n'avaient aucune chance de survie. Aucune. Ils étaient là pour mourir de la manière la plus horrible et la plus divertissante possible. Certains étaient crucifiés d'abord, puis des animaux étaient lâchés pour les attaquer pendant qu'ils pendaient impuissants. Certains étaient habillés en costumes de personnages mythologiques et forcés de mettre en scène leur mort mythique. Par exemple, quelqu'un habillé en Prométhée serait enchaîné à un rocher pendant qu'un aigle dressé lui arrachait le foie. Quelqu'un habillé en Orphée serait déchiqueté par des ours. C'était du théâtre snuff. C'était de la mort en costume. Et Rome adorait ça. Les familles venaient avec des paniers pique-nique. Les enfants regardaient grand ouverts pendant que des êtres humains étaient démembrés. Les vendeurs ambulants vendaient des saucisses et du vin. Les gens pariaient sur combien de temps quelqu'un survivrait. Tout ça était normal. Tout ça était acceptable. C'était juste un autre mardi après-midi à Rome. Les gladiateurs qui survivaient assez longtemps pouvaient techniquement gagner leur liberté. Après un certain nombre de victoires, un gladiateur pouvait recevoir une rudie, une épée en bois symbolique qui marquait sa libération. Mais c'était extrêmement rare. La plupart mouraient bien avant d'atteindre ce point. Et même ceux qui recevaient la rudie découvraient que la liberté n'était pas vraiment la liberté. Où vas-tu après avoir été gladiateur? Qui t'embauche? Tu es marqué. Littéralement parfois, car certains ludus tatouaient ou marquaient leur gladiateur. Mais même sans marque physique, tout le monde sait ce que tu étais. Tu es un tueur. Tu es quelqu'un qui a vécu dans la violence et l'esclavage. Tu n'as aucune compétence transférable sauf tuer. Beaucoup d'anciens gladiateurs finissaient par retourner au ludus comme entraîneurs. C'était la seule vie qu'ils connaissaient. Où ils devenaient gardes du corps pour des hommes riches qui voulaient des protecteurs intimidants. Où ils sombrent dans l'alcoolisme et mouraient dans les rues. Il n'y avait pas de happy ending. Même la liberté était juste un autre type de prison. Certains gladiateurs devenaient si populaires qu'ils atteignaient une célébrité bizarre. Leur visage était peint sur des murs. Leur nom était gravé dans des latrines publiques à côté de commentaires admiratifs. Des femmes de toute classe sociale fantasmaient sur eux. Les riches payaient pour des nuits avec eux. Pas parce qu'elles les respectaient en tant qu'êtres humains. Mais parce que baiser un gladiateur était dangereux, interdit, excitant. C'était du slumming sexuel. Ces femmes retournaient ensuite à leur villa et à leurs maris respectables, mais elles avaient leurs petits secrets sombres. Elles avaient couché avec un esclave tueur. Un homme qui avait du sang sur les mains. Un homme qui pourrait les tuer en un instant s'il le voulait. C'était ça l'attrait. C'était le danger. Mais même ces gladiateurs célèbres étaient toujours des esclaves. Toujours de la propriété. Toujours à un mauvais combat de finir dans une fosse commune. La célébrité ne les sauvait pas. Elle rendait juste leur cage un peu plus dorée avant qu'ils ne meurent inévitablement. Parlons de Spartacus parce que son histoire révèle exactement à quel point le système des gladiateurs était brutal. Spartacus était un thrace capturé et vendu à un ludus à Capoue. Il était entraîné, brutalisé, déshumanisé comme tous les autres. Mais Spartacus fit quelque chose que très peu osaient faire. Il résista. En 73 avant JC, lui et environ 70 autres gladiateurs organisèrent une évasion. Ils ont tué leurs gardes avec des couteaux de cuisine et des broches de viande, les seules armes qu'ils purent trouver. Puis ils ont couru. Ils s'attendaient à mourir. Ils s'attendaient à être rattrapés
et exécutés. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. D'autres esclaves rejoignirent leur révolte. Des esclaves de ferme. Des esclaves de mine. Des esclaves de maison. Des dizaines devinrent des centaines. Des centaines devinrent des milliers. En quelques mois, Spartacus commandait une armée d'esclaves révoltés de 70 à 120 000 personnes. Il n'était pas juste en train de fuir. Il battait les armées romaines. Encore et encore. Il détruisait des légions. Il pillait des villes. Il terrorisait l'Italie. Rome paniqua. Comment était-ce possible? Comment des esclaves, les membres les plus bas de la société, pouvaient-ils défier la plus grande puissance militaire du monde? La réponse était simple. Ils n'avaient rien à perdre. Ils préféraient mourir en combattant qu'en revenir à leur chaîne. La révolte dura 2 ans. 2 ans pendant lesquels Rome dut faire face au fait que son système entier était construit sur le dos de personnes qui les haïssaient suffisamment pour tout risquer. Finalement, Marcus Licinius Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome, prit le commandement. Il utilisa des tactiques brutales. Il ressuscita la pratique de la décimation où chaque 10e homme d'unité qui avait montré de la lâcheté était battu à mort par ses propres camarades. Il accula l'armée de Spartacus dans le sud de l'Italie. La bataille finale fut un massacre. Des dizaines de milliers d'esclaves moururent en combattant. Le corps de Spartacus ne fut jamais retrouvé, probablement déchiqueté au-delà de toute reconnaissance dans la mêlée. Mais Crassus voulait s'assurer que cette révolte ne se reproduirait plus jamais. Alors il fit quelque chose destiné à terroriser chaque esclave de l'Empire. Il captura 6000 survivants de l'armée de Spartacus. Et il les crucifia. Tous. 6000 croix alignées le long de la Via Appia de Capoue à Rome. Plus de 200 kilomètres de corps agonisants. Certains moururent rapidement. Certains ont tenu des jours, se desséchant lentement au soleil, dévorés vivants par les corbeaux et les mouches. Les voyageurs passant sur cette route devaient chevaucher entre des kilomètres et des kilomètres de cadavres et de mourants. L'odeur devait être insupportable. Les sons devaient être cauchemardesques. C'était le message final de Rome. Résiste et voici ce qui t'attend. Pas une mort propre. Pas une mort rapide. Une mort lente, publique, atrocement douloureuse qui sert d'avertissement à tous les autres. Les corps restèrent sur les croix pendant des mois. Rome refusa de les descendre. Elle voulait que chaque esclave qui passait voie et se souvienne. Voici ce que la rébellion t'apporte. Voici le prix de la liberté. Ce qui rend tout cela encore plus sombre, c'est que Rome ne pensait jamais qu'elle faisait quelque chose de mal. Les philosophes romains, les mêmes hommes qui écrivaient sur la vertu et la moralité, allaient régulièrement aux jeux de gladiateurs. Sénèque, le philosophe stoïcien, écrivit comment il était dégoûté par les jeux du Midi où les criminels étaient exécutés sans art ni compétence. Mais remarque ce qui le dégoûtait. Pas les meurtres. Pas l'injustice. Le manque de compétence. Il trouvait les exécutions mal faites esthétiquement déplaisantes. Les vrais combats de gladiateurs ne le dérangeaient pas. Cela était présenté avec habileté et discipline. Cela était acceptable. Cicéron écrivit que regarder les gladiateurs combattre enseignait au public le courage face à la mort. Il pensait que c'était moralement édifiant de regarder des hommes mourir. Les empereurs construisaient des amphithéâtres comme monuments publics. Ils étaient fiers de ces structures. Le Colisée, le plus grand amphithéâtre jamais construit, pouvait accueillir 50 à 80 000 spectateurs. Il avait un système élaboré d'ascenseurs et de trappes pour faire entrer et sortir dramatiquement les gladiateurs et les animaux. Il avait un vélarium, un immense auvent rétractable pour ombrager les spectateurs du soleil. Des millions de sesterces furent dépensés pour le confort des spectateurs. Pendant ce temps, les gladiateurs en dessous vivaient dans des conditions que tu ne souhaiterais pas à un chien. Rome célébrait cette contradiction. Elle était fière de sa cruauté efficiente. Elle pensait que c'était une marque de civilisation. Le christianisme finit par mettre fin au combat de gladiateurs. Pas immédiatement.
Pas facilement. Mais lentement, à mesure que le christianisme gagnait du pouvoir dans l'Empire, l'idée que tuer des gens pour le divertissement était peut-être mauvais commença à s'installer. Constantin le Grand interdit les jeux de gladiateurs en 325 après Jésus-Christ, mais l'interdiction fut largement ignorée. Les jeux continuèrent pendant encore un siècle. Finalement, en 404 après Jésus-Christ, un moine nommé Télémachu sauta dans l'arène lors d'un combat et supplia les combattants d'arrêter. Il fut lapidé à mort par la foule en colère. Mais son martyre provoqua un tollé public suffisant pour que l'empereur Honorius interdise finalement et définitivement les combats de gladiateurs. Après plus de 600 ans, le spectacle prit fin. Mais le Colisée resta. Les ludus restèrent. Les fosses communes restèrent. Les histoires restèrent. Et pendant des siècles après, les gens continuèrent à romantiser les gladiateurs. Ils en firent des héros. Ils écrivirent des poèmes sur leur courage. Ils peignirent des tableaux de leur noblesse. Ils effacèrent lentement la vérité brutale et la remplacèrent par un mythe confortable. Et c'est ce mythe que tu as grandi en croyant. Le gladiateur noble. Le guerrier honorable. L'homme qui choisit sa mort. Mais maintenant tu connais la vérité. Maintenant tu sais que les gladiateurs n'étaient pas des guerriers. Ils étaient des victimes. Des victimes d'un système qui les achetait, les brisait, les forçait à tuer, et les jetait quand ils ne divertissaient plus. Maintenant tu sais que ce n'était pas de l'honneur. C'était de l'esclavage. C'était de la torture. C'était du meurtre déguisé en sport. Maintenant tu sais que Rome, la grande civilisation que tes professeurs adoraient, était construite sur des rivières de sang versé pour l'amusement. Que chaque aqueduc magnifique, chaque temple de marbre, chaque route pavée existait parce que Rome était assez impitoyable pour transformer des êtres humains en spectacles jetables. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus jamais regarder un film de gladiateurs de la même façon. Tu ne peux plus jamais voir le Colisée comme juste une belle ruine. Tu ne peux plus jamais penser à Rome sans te souvenir des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont morts dans le sable pendant que le monde applaudissait. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as vu quelque chose que la plupart des gens refusent de regarder. Tu as fait face à l'obscurité que l'histoire essaie d'enterrer sous des mots comme gloire et empire. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, plus de vérité que personne ne veut raconter, abonne-toi. Like cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui pense encore que Rome était juste des toges et de la sagesse. Et laisse un commentaire me disant quel autre aspect sombre de l'histoire tu veux que j'explore. Parce qu'il y a tellement plus à déterrer. Tellement plus de mensonges à exposer. Tellement plus de vérités que le monde n'est pas prêt à affronter.